j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo revue livresque sur les 4 derniers livres que j'ai lus en 2025 parce que il était temps que je sois à jour. On parlera des Flocons d'Alizé, des détectives de la Lettresse, on parlera ensemble de Endless Fall et enfin je vous parlerai de la BD Minuit passé. Sans plus tarder, c'est parti! En premier, c'est Les Flocons d'Alizé de Elodie Aude Arnolin, publié chez Scrinéo Romance. C'est mon premier service de presse. Je l'ai lu fin novembre, début décembre pour être dans l'ambiance un peu de Noël. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa comme petite romance. On suit dedans Alizé qui va fêter Noël normalement en Martinique. Or, cette année, il a été décidé par ses parents que ça serait fêté en France hexagonale dans la famille de son papa. Alizé est franchement dépitée parce que elle attendait qu'une chose, c'était les fêtes festives, la chaleur, le soleil, ses cousines en Martinique et elle se retrouve franchement dégoûtée d'être en France hexagonale, dans le froid, le temps gris, dans un patelin. Alors elle est quand même très contente de retrouver ses grands-parents, mais voilà, le reste c'est pas fou selon elle. Cela dit, elle rencontre Florian et sa petite sœur avec qui elle va passer 2 semaines complètement chaotique et à la fois génial parce que Alizé s'entend super bien avec Felicia. J'ai adoré leur amitié, elles ont quelques années d'écart mais ça n'empêche pas qu'elles aient plein de points communs et j'ai beaucoup aimé qu'Alizé relativise finalement son séjour chez ses grands-parents parce que déjà d'une elle est très contente de les retrouver et de deux il y a quand même Felicia, ce petit rayon de soleil et j'ai trouvé leur amitié particulièrement touchante, surtout quand on sait que Florian, le frère de Felicia, est particulièrement antipathique. En tant que j'ai grincé des dents bien trop de fois, tout comme Alizé. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai soufflé, j'étais dégoûtée parce qu'il a un comportement vraiment très désagréable envers sa grand-mère à lui, qui est la meilleure amie de la grand-mère de Alizé. Et il se comporte très mal avec Alizé également. Mais le pompon sur la Garonne, c'est quand Florian dépasse les bornes avec Felicia et là ça rend Alizé complètement folle et elle le recadre sévèrement et lui fait comprendre qu'il n'a pas à se comporter de la sorte. Certes il a le droit d'être triste, d'être malheureux, tout ce qu'il veut, mais il n'a pas à se comporter comme si tout le monde était sa première chaussette, donc c'est-à-dire comme s'il s'en fichait et comme si tout le monde était fautif, parce que c'est clairement ça qu'il fait payer à sa grand-mère, à sa sœur, à Alizé et à tout l'entourage qui gravite autour de cette petite famille. J'ai bien aimé Alizé parce qu'elle a quand même des convictions outre juste l'adolescence. Elle apprend aussi sur elle, sur le fait qu'elle était très exclusive avec sa meilleure amie et quand sa meilleure amie change de lycée, elle se retrouve complètement démunie parce qu'elle n'avait que sa meilleure amie et elle apprend aussi à se faire des nouveaux amis et relativiser et se dire que c'est pas parce que sa meilleure amie a changé de lycée que tout est fini pour elle, même si on a l'impression que son monde s'effondre quand notre meilleure amie se crée de nouvelles connaissances et nouveaux copains et copines. J'ai adoré l'ambiance de Noël, le fait qu'il y ait mélange de tradition France hexagonale et tradition martiniquaise. On est transporté dans cette euphorie martiniquaise que je ne connais pas du tout et qui me donne très envie d'en découvrir plus. Également, Alizé explique les combats que la Martinique mène et les grosses différences qu'il y a entre la France hexagonale et les DROM-COM. J'ai trouvé ça super intéressant. J'aurais presque aimé que ce soit un chouïa plus creusé et plus abordé, mais du coup, moi, ça me donne envie d'en savoir plus et pourquoi il y a des inégalités, même si clairement, on va pas se mentir, je sais pourquoi, mais pourquoi est-ce que ça persiste encore au 21e siècle. Je trouve ça très intéressant, c'est une chouette romance young adulte. Je remercie grandement les éditions Scrinéo pour l'envoi de ce service de presse. Je me suis régalée et je compte le garder bien longtemps. Next, c'est Noël au balcon, Mort à l'horizon, les détectives de la Lettresse, le tome 1, parce que il y a une petite étoile au dos, donc j'imagine bien qu'un tome 2 sortira l'année prochaine. Je l'ai lu en lecture commune avec mes copines du book club et on s'est franchement bien marré, même si finalement nos avis ont été plutôt partagés et mitigés, mais j'ai trouvé ça hyper cool qu'on puisse échanger tous les jours autour d'un chapitre parce que Les Détectives de la Lettresse, c'est un roman qui est de
de l'Avent et en fait il y a un chapitre à lire tous les jours jusqu'au 24. Alors, je vais commencer par pitcher un peu le roman et après je vous dirai un peu mon avis parce que je suis mitigée, même si globalement c'était quand même sympa. On suit du coup Héloïse Grimm qui est étudiante en psychologie qui reprend le travail de sa grand-mère parce que sa grand-mère est décédée, donc Arabella. Elle est gardienne de cimetière. J'appréhendais un peu parce que le côté cimetière, un peu décès, deuil, enterrement, j'avais peur que ce soit un peu glauque, mais franchement c'est plutôt bien fait et c'est à la fois tendre et joliment amené parce qu'il n'y a pas ce côté mort et ce côté décès qui est absolument triste et horrible. Donc sur ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Élise est une grande amie de Héloïse. Élise est retrouvée morte. Héloïse est persuadée, mais vraiment persuadée que c'est pas un accident et que la mort est intentionnelle. Donc de là on va trouver toute une petite galerie de personnages tous aussi sympas les uns que les autres et vraiment très attachants. Sacha, le camarade de classe que j'ai adoré et franchement il m'a fait de la peine plusieurs fois dans le roman et avec les filles on était là en mode mais pauvrette, il a rien demandé, il se fait têche, il se fait friendzone, enfin il nous a fait de la peine parce qu'elle ne voit pas à quel point c'est un gentil garçon, qu'il est brave, qu'il est là pour elle, qu'il est tendre, qu'il est mignon et nous ça nous a vraiment frustré qu'elle ne le voit pas, donc ça rend à la fois Héloïse humaine même si ses réactions sont franchement dignes d'une adolescente. Il fait une crise d'hystérie, on n'a pas compris parce qu'en fait le pourquoi de la crise il est ridicule. Donc il y a aussi Andrea la rédactrice en nécrologie pour un petit journal, il y a Armand, il y a Joël je crois si je me rappelle bien qui est le propriétaire du café, j'ai adoré Joël. Il y a aussi Pernod, il y a aussi donc Léna qui est la supérieure, la chef entre guillemets du travail étudiant de Héloïse. Enfin bref, c'est un super fond de famille je trouve, j'ai adoré la galerie de personnages, les découvrir, ils ont tous un petit passif, ils ont tous quelque chose, c'est hyper intéressant. Cela dit, je pense que le découpage n'était pas du tout optimal par rapport au roman parce que déjà de une, on était très frustrés de lire qu'un chapitre par jour et les chapitres sont quand même relativement courts. Le fait que ce soit aussi un jour égale un chapitre, je trouve que ça cassait le rythme complètement et je pense que c'était pas du tout optimal. À mon avis, le livre aurait été beaucoup plus adapté sur un format, alors peut-être de 24 chapitres, mais un peu différent, ou peut-être au niveau des jours, ou trouver une alternative parce que je trouve que ça a complètement desservi le rythme et nous ça nous a un peu frustrés. Je reste dubitative sur le découpage. Après la plume de l'autrice est extraordinaire, j'ai adoré, c'était bien écrit, c'était tendre, on est bien plongé dans l'atmosphère du cimetière sans que ce soit glauque, les relations entre les personnages étaient réalistes, étaient belles. Héloïse mûrit finalement au fur et à mesure du roman donc c'était vraiment cool. Le seul bémol je pense c'est vraiment le découpage. La fin m'a un peu laissé dubitative, je suis moyennement convaincue par la fin mais à la fois je me suis vraiment attachée au personnage et je trouve qu'il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui m'a quand même touchée un peu, donc à voir si je lis la suite l'année prochaine, mais quoi qu'il arrive je ne le lirai pas version calendrier de l'Avent parce que c'est très frustrant et je trouve que le livre perd vraiment quelque chose au niveau du rythme. Mais c'était quand même très sympa et j'ai quand même passé un très bon moment et surtout avec les filles où on s'est régalé à discuter tout le temps des chapitres donc c'était vraiment encore plus cool. Ensuite, c'est Endless Fold, donc mon coup de cœur du mois de décembre que j'ai partagé dans ma vidéo mes 12 coups de cœur de l'année 2025 de Louise Langlois, publié chez le livre de poche jeunesse, où on suit Eden qui est harcelée dans son ancien lycée et la seule chose qui la maintenait encore à la surface, c'était le passage artistique et elle se blesse. Donc là, c'est la fin du monde pour elle, son monde littéralement s'effondre et ses parents se rendent compte qu'il y a quelque chose vraiment qui va pas et décide de tout quitter pour aller à Ashburn au lycée de Rockridge pour qu'elle recommence quelque chose de nouveau et qui est vraiment cette renaissance de Eden. On suit une personnage très forte qui a vécu vraiment des choses très compliquées et qui surmonte encore ses démons et je l'ai trouvée vraiment très belle cette personnage. Eden est très résiliente et je trouve que vraiment beaucoup de jeunes filles et jeunes garçons harcelés au lycée peuvent se reconnaître et peuvent s'inspirer de ce roman pour quand on touche le fond, on s'impulse et on remonte à la surface et je trouve que Louise Langlois l'a très bien fait, elle a une plume très facile, très fluide, la relation avec Cole est très belle, très bien amenée. Cole est un personnage que j'ai adoré. Il y a aussi Holden et Roselyne qui sont vraiment des personnages coup de cœur. Holden est très drôle, comme je l'avais déjà dit, un peu fait penser à Binding 13 au niveau des thématiques et la façon dont les deux autrices l'ont abordé était très bien amenée. Donc là Louise Langlois a vraiment créé une petite pépite. J'ai trop aimé. Roselyne est vraiment une
jeune femme aussi qui m'a attendrie, qui est très résiliente, qui a pris Eden sous son aile et qui l'aide vraiment à avancer et à voir la vie d'un œil différent. Vraiment, je vous le recommande les yeux fermés parce que c'est très beau. La thématique du patinage artistique et du hockey est très bien faite parce qu'il y a des scènes, on arrive vraiment à se visualiser Cole en train de faire du hockey, Eden en train de patiner. Mon coup de cœur du mois de décembre. C'était extra et j'ai très hâte de lire d'autres romans de Louise Langlois parce qu'elle a une plume très fluide, très simple mais très percutante et très belle, très saisissante. Super autrice, super roman, à lire pour moi à tout âge. Il est quand même recommandé à partir de 15 ans parce qu'il y a quand même des thématiques fortes. Et pour finir, c'est Minuit passé, publié chez Delcourt, Mirage de Gaëlle Genillet. Donc si vous me suivez sur Insta Lecture Ensoleillée, vous l'avez vu passer parce que je l'ai chroniqué. En fait, tous les romans sont chroniqués sur mon compte d'ailleurs. Vous pouvez tous les retrouver avec vraiment un avis beaucoup plus détaillé. Je peux pas parler de tout, ou du moins il faut que je survole un peu. Donc sur mon Insta, vous avez vraiment toutes les chroniques en détail. D'ailleurs, je suis à jour, donc c'est vraiment cool. J'ai lu ma dernière BD de 2025, donc c'est Minuit passé. C'était vraiment une très belle BD, très originale, avec des illustrations mais magnifiques. Un jaspage superbe. Donc les illustrations, elles sont vraiment magnifiques. L'autrice a un style vraiment très beau. On suit le personnage de Gerling avec son fils Nis qui reviennent dans le manoir où Gerling a grandi en partie avec ses sœurs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un fond historique un peu années 20-30 parce que quand on regarde un peu les détails, notamment à la fin, on voit que ça reste de l'époque années 20. Moi, pour moi, je le mettrais années 20, mais je suis pas trop sûre. Et en fait, j'ai trop aimé l'originalité parce que le couple, donc les parents de Nis, sont dans l'art. Donc lui, il est restaurateur d'art et elle crée et elle monte des galeries d'art. On a un papa au foyer, on va dire, dans les années 20-30, ce qui est très original et ce qui change vraiment de d'habitude. Il y a en fait une double temporalité où on suit Gerling adulte avec son fils Nis et Gerling enfant avec ses sœurs dans le manoir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le parallèle entre Nis et Gerling parce que Gerling, c'est un papa qui est très à l'écoute de son enfant et qui écoute beaucoup Nis, qui raconte beaucoup de choses. Nis parle beaucoup, raconte ses rêves, une imagination débordante, tandis que Gerling enfant est beaucoup plus taiseux, beaucoup plus mutique, très renfermé et c'est beaucoup ses sœurs en fait qui lui parlent, qui tentent de le comprendre et qui lui donnent des petites astuces pour discuter. Et on découvre en fait que Nis voit un peu quelque chose dans le manoir et Gerling a peur alors que Nis essaie de le rassurer et Nis a en fait appelé cette entité, on va dire ça comme ça, minuit, parce qu'en fait il ne le voit que la nuit, ce qui empêche Nis de dormir, et en fait les deux sont un peu insomniaques. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu du mystique, du mystérieux dans cette BD, et je l'ai trop aimée parce que déjà cette entité, elle est montrée comme gentille, comme bienveillante. Nis rassure Gerling parce que Nis n'a pas peur, et j'ai trouvé ça hyper original et hyper cool parce qu'en général on marque les fantômes, les entités un peu mystiques comme des choses dangereuses, alors que pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé que ça soit représenté de la façon bienveillante et gentille pour casser cette image. Et puis ce parallèle entre Gerling et Nis était vraiment doux, tendre. Le rôle de papa de Gerling est vraiment beau et je trouve que c'est cool que ce soit un papa qui s'occupe vraiment de son enfant parce que déjà dans les années 20-30 c'était généralement l'inverse. Pour parler des illustrations un peu plus en détail, elles sont absolument magnifiques. Il y a un dossier à la fin où l'autrice développe vraiment tout son processus, de la façon dont elle a construit le manoir, de la façon dont elle a pensé les tenues parce qu'il y a des détails. On sent vraiment à travers ces dessins la texture des tissus, le jeu des lumières, la différence entre quand il fait nuit et quand il fait jour. Un style très réaliste à la fois, très poétique. Enfin, c'est vraiment une super BD. Le dénouement m'a un petit peu mitigée, mais à la fois pas dérangée parce que je pense que c'est vraiment lié à l'interprétation de chacun et à comment nous on le vit. Et étant quelqu'un d'un peu terre à terre, j'aurais peut-être entre guillemets préféré différemment, mais à la fois ça garde le charme aussi que ce soit pas comme j'aurais aimé que ce soit. Et c'est vraiment une trop belle découverte. Donc si vous avez envie de lire une belle BD adulte, je dirais quand même, foncez sur celle-là parce qu'elle est vraiment très belle, très sympa, très douce, très tendre, avec un petit point de mystère et de mystique. Et c'est ce qui fait vraiment tout le charme. Je vous la recommande mais grandement, les yeux fermés. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mes 4 derniers livres de 2025. Je vais pouvoir à partir de maintenant remettre des revues lecture sur mes lectures de 2026.
Si vous avez déjà lu un de ces livres ou qu'il vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me partager vos dernières lectures de 2025. Je suis très curieuse. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu et si vous voulez suivre mon aventure sur Booktube. Je vous souhaite une très belle semaine, une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!